Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Aventure Business. Encore une fois, j'ai le plaisir de partager avec vous une page d'observation sur l'homme, l'organisation, le collectif, l'individuel. Le retour aux fondamentaux. Je sais par les auditeurs qui nous suivent qu'il y a pas mal de demandes. Comment améliorer la capacité de résistance individuelle et collective, mieux se préparer à des événements imprévus dans la vie sportive ou dans les aventures ou même dans la vie quotidienne. Et donc j'ai demandé à mon ami Marc Gander, à qui j'ai demandé en quelques secondes de se présenter. Après, on aura une conversation interactive à m'aider sur ce sujet. Donc Marc, en quelques mots, qui es-tu ? Bonjour, Marc Gander, je suis officier de marine, je suis rentré dans la marine il y a 35 ans maintenant, j'ai une formation de pilote d'hélicoptère avec une spécialisation sur le sauvetage en mer et le sauvetage au combat qui m'a amené pendant 20 ans à faire des opérations avec un certain nombre d'unités, notamment des forces spéciales et plus particulièrement une spécialisation de contre-terrorisme maritime où j'ai travaillé pendant 15 ans avec les commandos marines et le GIGN. Donc Marc, je ne sais pas si quelqu'un mieux placé que toi peut participer à cette conversation, mais c'est sûr que si ton CV est évoquant de toutes tes activités, de toutes tes années de formation et de réalisation, l'armée doit être fière et la marine doit être fière d'avoir des officiers de ton niveau. Et je sais qu'aujourd'hui à l'OTAN, tu as un petit peu moins l'activité physique que tu as certainement eu tout au long de ta vie, mais j'ai voulu avec toi avoir cette conversation. Donc, tu sais qu'on organise pas mal, et c'est ma passion, des aventures, des expéditions. Ces expéditions, elles ne sont pas toujours conduites par des héros, on n'est pas des Superman, on a l'impression de bien préparer, mais souvent on est face à des situations difficiles où notre analyse, notre discernement est pas le parfait, on est seul ou à plusieurs. Parfois d'être à plusieurs, c'est pas simple. Le collectif a toujours une dimension compliquée. Donc qu'est-ce que tu donnerais disons, quels sont les 10 commandements que tu aurais pour bien préparer un homme ou une femme en individuel et en collectif à affronter une situation imprévue, difficile? Alors, je ne sais pas s'il y a 10 commandements. En tout cas, moi, mes règles, elles sont relativement simples. C'est se connaître, connaître son matériel, avoir un matériel testé et adéquat, connaître son équipe. Là-dessus, j'ai été scout et j'ai retenu que la vitesse de la patrouille, c'est celle du cul de patte, hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est le plus petit. On peut pas aller loin si on tient pas compte de la vitesse du plus faible. C'est l'environnement. Et en fait, dans le métier que je fais, on a toujours tendance alors particulièrement dans le sauvetage, à découvrir des choses auxquelles on ne s'est pas préparé. Et donc, on a un certain nombre d'actions basiques. Et puis après, comme des atouts dans un jeu de tarot, eh bien, on les sort les unes après les autres et on fait en sorte de les aligner dans l'ordre, dans le désordre, de manière à répondre à la situation qui est face à nous. Mais ça veut dire qu'on s'est entraîné, ça veut dire qu'on a le matériel adéquat. On a une équipe formée, on a une équipe solidaire et entraînée avec une agrégation de force et de faiblesse, mais de force, et que en fait, surtout en survie en mer, on s'aperçoit dans tous les récits que c'est pas le plus costaud qui tiendra le plus longtemps. Et alors, il y a une leçon qui est assez formidable, c'est la leçon de l'amiral Stockdale, un Américain qui a été pris par les Vietnamiens. Et en fait, il disait que les optimistes étaient les premiers à mourir, les fatalistes effectivement. Et en fait, il faut avoir une vision pragmatique du temps présent, en se disant, il faut s'adapter à la situation dans laquelle on est, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. J'ai un père qui était déporté à Mauthausen et je pense que c'est exactement la même chose et la même leçon pour les gens qui étaient en camp. C'est-à-dire qu'en fait, si on se dit qu'on sera sorti à Noël, Noël arrive et à ce moment-là, on descend encore plus bas et on sort pas. Et donc, il faut s'adapter et vivre au quotidien sans avoir finalement de grandes visions sur la suite. Marc, tu sembles dire que tous ces éléments-là, se connaître soi-même, connaître l'élément le plus faible de son équipe, connaître son terrain, connaître son matériel, avoir un pack d'actions de base prêt à être utilisé à l'unité ou en collectif, s'entraîner, avoir un état d'esprit solidaire. Et puis, tu as surtout passé un élément de notre échange sur le mental. Qu'est-ce que tu peux dire sur le physique? Parce que là, la possibilité de résister à l'imprévu sur un camp et de pas savoir quand on va sortir, c'est essentiellement un entraînement mental et psychologique. Mais l'aspect physique est également important. Je l'imagine quand on est largué en mer ou quand on tombe en haute montagne et qu'on doit se débrouiller à faire son propre camp de survie, il n'y a pas que le mental qui compte. Est-ce que tu as des conseils à donner sur l'aspect physique?
Ouais, alors le physique a toujours été très important. Je pense que le physique de base, de s'entretenir, d'être en condition, se connaître. Moi, j'ai énormément travaillé sur le sommeil. Ma femme, ça l'a fait bondir parce que je m'endors en 30 secondes. J'ai dormi dans n'importe quelle condition et n'importe où. J'ai fait beaucoup de voiles et j'ai eu la chance de découvrir la gestion du sommeil avec les voileux. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est un tout, le physique, pour faire des missions longues en environnement hostile, il faut être résilient, résistant, il faut être capable de gérer son sommeil, gérer sa fatigue, gérer l'effort, pour être sûr de ne pas arriver dans une impasse. J'ai été assez frappé de la différence d'approche entre les commandos marines et le GIGN. Les commandos marines travaillent essentiellement en environnement hostile, donc c'est des gens qui sont habitués à travailler tout seuls et à se débrouiller tout seuls. Et puis une fois qu'ils font leur mission, après il y a une extraction qui leur permet de revenir dans un environnement ami. Ce qui est complètement l'inverse chez le GIGN, où ils sont finalement, quand ils vont libérer un forcené ou une libération d'otage, moins d'1 kilomètre autour de l'endroit où il y a action, l'environnement est ami. Et en fait, ça se voit même dans le physique et dans la morphologie des individus, et notamment quand on faisait du contre-terrorisme maritime, c'était assez amusant de confronter les deux. Ce n'est pas du tout les mêmes. Le GIGN a beaucoup appris de ça et s'est beaucoup transformé, notamment depuis la fin de l'Afghanistan et toutes les opérations dans la bande sahélo-saharienne, pour justement devenir un peu des chats maigres comme les commandos marines. Marc, tu as l'expérience d'avoir vécu dans des tas de terrains d'opération compliqués, tu en as cité quelques-uns, et par discrétion, je te demanderai pas les autres, parce que c'est forcément du secret militaire, mais tu as dû voir des situations désespérées aux yeux de certains, et qui pourtant se réglaient bien aux yeux du groupe. Tu as vu des situations bien démarrer, aller de galère en galère, et se terminer en échec. Est-ce qu'il y a des signaux précurseurs qu'il faut envisager, sur lesquels il faut être vigilant, sur lesquels il faut porter le poids du corps, quand on est un officier de commandement, ou un leader d'une expédition, ou un guide de haute montagne, ou un musher dans le Grand Nord? Est-ce qu'il y a des signaux auxquels il faut être sensible, qui peuvent nous donner l'impression que si je fais rien maintenant, on va avoir une galère demain? Ouais, je pense que c'est la difficulté entre l'expertise et l'expérience, et qu'en fait, il faut savoir, on a beau avoir beaucoup d'expérience, si on n'a pas l'expertise du domaine et si on n'a pas l'expertise de la mission, eh bien, on peut se retrouver très vite face à l'échec. Je pense que les signaux faibles sont importants dans l'équipage. Moi, j'ai beaucoup travaillé en équipage. Sur Super Frelon, on était 8 dans la machine, donc c'est énorme. Quand j'étais sur Puma à faire du César, on était 8, 7 également. Et donc, chacun doit avoir sa voix au chapitre, mais le chef décide. Et donc, il faut faire remonter tous les signaux faibles pour pouvoir les prendre en compte. Et lorsqu'on a, et c'est là où l'expertise est importante, dans une situation... j'en ai un certain nombre dans la tête, mais dans une situation particulière, il y a un moment où il faut savoir dire non. Et en fait, ça, le sauvetage en mer, j'ai fait un peu plus de 15 ans de sauvetage en mer, en haute mer, au large de la Pointe de Bretagne. Savoir dire non et savoir faire demi-tour, c'est jamais agréable, mais vous ne pouvez pas risquer le suraccident. Si, en allant trop loin, vous tuez 8 personnes qui sont dans votre équipage, vous avez raté votre mission. Si vous sauvez la personne, mais que juste après tout le monde se crache, c'est pas le but de la mission. Il faut savoir dire non. Et ça, c'est difficilement admissible. Et il faut de temps en temps faire demi-tour parce que c'est pas le jour, c'est pas le moment. Les conditions météo sont épouvantables. Le bateau, on peut pas treuiller dessus. Le plongeur est pas en forme. Le treuilliste ne le sent pas. Et donc, je pense qu'il faut être à l'écoute. Et c'est ce que moi j'appelle l'expertise. Et cette expertise, on est des compagnons du devoir, et je pense qu'il y a un côté connaissance de la mission, de la machine, des hommes, qui permet, au vu des situations, d'avoir un jugement fiable pour pouvoir poursuivre ou changer, remodeler, faire demi-tour, revenir ou abandonner.
Marc, on dit souvent que le bon patron dans l'entreprise, c'est celui qui fait moins de bêtises que le moyen patron. Mais il en fait aussi, il en fait certainement régulièrement. C'est celui qui prend moins de mauvaises décisions que le moyen patron. C'est celui qui écoute encore moins mal que le mauvais patron. Est-ce que c'est fait ce parallèle-là dans le monde militaire? Est-ce qu'effectivement, un bon leader, un bon commandant, le mot commandement est un mot parfaitement reconnu dans le monde militaire. On a du mal dans le monde des entreprises à en parler. On a inventé des mots comme leadership, influence, pour pas dire commandement, parce que c'est un mot qui est devenu parfois l'obstacle des livres de management. Or, comme tu l'as dit, un patron qui prend des décisions, c'est un commandant. C'est pas juste un homme qui fait appel aux techniques de management par délégation et par consensus populaire et par consensus mou. C'est quelqu'un qui prend une décision, il a fait son analyse, il a écouté, il a retenu tout ce qu'on lui a dit et il prend la décision, il assume son risque, il assume sa décision. Dans le monde militaire, tu as certainement fait des parallèles. On voit beaucoup de livres de management écrits par des anciens officiers. Est-ce qu'on voit beaucoup de livres de commandement militaire écrits par des anciens chefs d'entreprise? Oui, je crois pas. Je pense que de toute façon, la patte humaine a ça d'intéressant, qu'elle soit dans l'entreprise ou dans des formations ou des unités militaires, c'est que c'est la même patte. Après, elle n'a pas forcément été formée aux mêmes missions et dans le même cadre. Moi, je pense que il faut que les chefs, un chef, c'est fait pour cheffer, c'est ce qu'on dit dans l'armée, et un officier, c'est fait pour prendre des décisions. Et je pense qu'on souffre de la non prise de décision. Un bon chef, c'est celui qui prendra la bonne décision. J'enfonce une porte ouverte, mais je pense que quand on est leader, il faut décider. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai eu la chance de commander 2 fois des grosses unités. Les hommes attendent que vous décidiez. Les hommes attendent que tu prennes la bonne décision, ou en tout cas que tu prennes une décision. La non-décision est ce qu'il y a de pire, parce que surtout dans un système militaire, quand on est à une patte doigt, si on veut continuer à avancer, il faut aller ou à droite ou à gauche. S'il y en a une qui fait 30 km de plus, tant pis pour la troupe, elle fera 30 bandes de plus. Mais au moins on aura avancé. Rester à se poser la question de savoir s'il faut aller à droite ou à gauche, je pense que c'est pas la bonne décision. Donc en fait, les chefs, la première qualité du chef, pour moi, c'est de décider et d'assumer ses décisions. On a trop tendance à expliquer et à justifier ses décisions. La solitude du commandement impose de décider seul. Alors, quand on dit seul, généralement, on a ce qu'on appelle des C2 dans l'armée de terre ou dans la marine, un commandant en second, qui peut être celui à qui on teste les bonnes ou les mauvaises idées. Et puis à la fin, on lui dit, voilà, j'ai décidé ça, parce que pour moi, c'est comme ça que ça doit... Voilà, garde ça pour toi et la troupe suivra. Et je pense que c'est plutôt pas mal, parce que sinon vous avez 50 000 personnes qui vont venir vous dire « Ah oui, mais moi, je pense que ça... » Non. Quand vous êtes chef, vous êtes là pour cheffer. Marc, merci de ce genre de rappel aux fondamentaux. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait des manuels militaires, mais il y a eu beaucoup plus de manuels de management écrits par des anciens officiers. Tu es intervenu, Marc, sur des événements difficiles, sur le terrain sablonneux, dans les températures de désert. Tu es intervenu certainement en mer, dans des endroits avec des creux de 10 mètres et des températures d'eau pas loin de 5-6 degrés. Quel est l'environnement le plus hostile pour l'humain aujourd'hui? Est-ce que c'est le sec, l'humide, le froid, l'altitude? Je suis sûr que il y a des abacs de comparaison. Moi, je suis un passionné du grand froid et de l'altitude. Je suis pas marin, mais j'imagine que quand on est largué ou qu'on tombe d'un bateau et qu'on doit être récupéré par une équipe comme la tienne, la panique du gars qui est dans la mer avec des creux de 10 mètres, ça doit être beaucoup plus important que d'être coincé dans un igloo en montagne et attendre que les gendarmes viennent te rechercher. C'est quoi la liste des risques et dans quel ordre tu les mets? Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir été instructeur survie lors d'une affectation dans l'armée de l'air où je préparais le personnel navigant à la survie au combat et à la survie en milieu désertique, milieu hostile et puis en montagne et en mer bien évidemment. Le milieu le plus dangereux pour l'homme, c'est l'eau. On ne survit pas dans l'eau. Il faut un demi-verre d'eau pour se noyer. Vous pouvez survivre dans le froid en faisant un igloo, une cave à froid et rester à une température proche de 0 degré alors qu'il fait moins 50 dehors. En forêt équatoriale, vous pouvez faire un certain nombre de choses. En mer, c'est un milieu hostile à l'homme. L'homme ne vit pas dans l'eau. Il y a un bouquin qui m'avait marqué, que j'ai relu il y a pas très longtemps,
longtemps, qui s'appelle Latitude Zéro de Mike Horn, qui est assez intéressant. Donc un ancien force spécial du 32e bataillon sud-africain, qui décide de faire, qui est un aventurier connu. C'est pour moi, il fait partie de la race des hommes qui ont une formation solide. Et il décide de faire le tour de la Terre en ne s'éloignant de pas plus de 10 ou 100 km, je sais plus, de l'équateur. Et en fait, là où il ramasse le plus, si je peux me permettre, c'est en océan Indien, quand il est sur l'eau, parce qu'en fait, il s'aperçoit que même la traversée de l'Amazonie en autosuffisance, il le fait. Alors, il y a une fois où il fait une bêtise, il paye cash, parce qu'il se fait mordre, il sait pas par quoi, et il passe de mémoire, c'est 4 jours, 5 jours ou une semaine, dans un état semi-comateux au fond de son hamac. Mais là où il se rend compte que c'est le plus hostile, c'est en mer. Et en fait, l'homme ne peut pas vivre sur l'eau. Et donc, à chaque fois qu'on va sur l'eau, et je pense qu'on l'oublie beaucoup aujourd'hui, alors que 95% de nos marchandises passent par l'eau et que tout passe par l'eau, on oublie que l'eau n'est pas un milieu ami pour l'homme. Et donc, la survie en mer, ça s'anticipe. Moi, j'ai 3800 heures de vol assis sur un canot de sauvetage. Ça fait mal aux fesses au bout de 2 heures, mais c'est indispensable si jamais vous amérissez pour pouvoir survivre dans des conditions les plus, certes rudimentaires, mais les mieux pour pouvoir être sauvé le plus rapidement possible, en tout cas avec tout ce qu'il faut pour être récupéré le mieux possible. Mais l'eau n'est pas un environnement ami de l'homme. En revanche, les autres, l'homme arrive à s'adapter, je pense. Marc, merci encore de cet échange ouvert, plein d'instructions, plein d'enseignements en ce qui me concerne. Je trouve que j'ai revu des fondamentaux, j'ai ouvert des réflexions. Je t'ai proposé, il n'y a pas si longtemps, de t'emmener avec moi faire une expédition. Alors, ça sera peut-être pas une expédition de survie, j'espère pas, mais une expédition intéressante dans le Grand Nord, de conduite de chiens de traîneau sur des attelages et de bivouac dans la forêt de la Laponie suédoise. Donc là, on aura l'occasion peut-être de se reparler de ta découverte et de tes observations avec ton passé d'officier. Je te remercie d'avoir joué le jeu. J'espère que tous nos auditeurs trouveront cet intervenant intéressant, qui nous permet encore une fois de conforter nos certitudes, de challenger nos opinions et d'aller dans l'avant, de continuer de progresser individuellement ou collectivement. N'hésitez pas à partager ces podcasts. Encore une fois, c'est un outil gratuit au service du développement individuel. J'ai plaisir à le faire. C'est la première fois que j'ai un invité depuis le début de ce lancement d'Aventure Business. Vous nous retrouvez évidemment sur LinkedIn, Christian Malissard. Si vous avez des questions particulières que vous aimeriez relayer à Marc Gander, je serai très heureux de le faire. Et si Marc veut continuer à partager la prochaine fois de retour d'expédition dans le Grand Nord son observation, eh bien vous le retrouverez. Merci à tous et à très bientôt sur notre podcast Aventure Business. Merci.